moi c'est Marie-Lie. Moi c'est Abigail. Et aujourd'hui, on a un invité expert en économie et on va aborder l'aspect des impacts de la surconsommation sur l'économie. Donc, en premier, j'ai fait quelques recherches qui abordaient un peu ces impacts-là. Ça me disait, selon des études, que ça partirait de la Seconde Guerre mondiale à la suite de ça. Dans le fond, les gens ont commencé à vouloir aborder un style de vie plus le rêve américain. Ils ont voulu commencer à surconsommer. L'accès aux produits était plus facile. Ils ont voulu avoir des maisons. Il y a plusieurs entreprises qui, à suite de ça, ont vu l'opportunité d'investir pour créer des nouveaux vêtements, pour inciter les gens à acheter plus de vêtements. Donc, parfois, on peut acheter des vêtements qu'on va porter seulement une fois pour une occasion, tandis qu'auparavant, des fois, ils portaient le même t-shirt blanc qu'il y avait plusieurs fois. Il va y avoir aussi plusieurs articles pour meubler les maisons, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les gens vont plus se préoccuper de l'aspect design, de la décoration, que tout soit beau. Ce qui m'a beaucoup marqué, dans le fond, durant mes recherches, c'est qu'on a pu voir que d'ici 2022, l'indice des prix à la consommation, qui est plus connu sous le nom de l'IPC, il a connu une hausse fulgurante depuis les 40 dernières années. Puis ça montre que depuis où que les gens... Il y a eu la révolution industrielle, je pense que c'est la troisième. Puis depuis cette révolution-là, les gens ont commencé vraiment à plus consommer. Donc, ça a eu un impact sur l'économie, que justement l'IPC a augmenté. Par exemple, en 1982, j'avais indiqué que Statistique Canada avait enregistré une hausse record de 10,9 %. Puis en 2022, on a pu voir une hausse de 6,8 %. Dans le fond, on peut voir que c'est à la suite de la pandémie, parce que là, les gens ont commencé à plus consommer, vu qu'il n'y avait pas plus durant la pandémie. Il y a aussi, on peut voir qu'un des secteurs qui est vraiment touché, c'est surtout en essence. Que ça, il a connu une hausse en 2022 de 28,5 %. Aussi, en 2021, au Québec, précisément, il y a 50 % des achats des consommateurs, c'était des biens. Puis 70 % de ces biens-là, c'est des biens qui sont non durables. Donc, c'est surtout dans le secteur de l'énergie, de l'alimentation, l'eau, l'essence. Donc, je trouvais que c'était une statistique qui était importante parce que c'est quelque chose que je pense qu'on ne porte pas assez attention. On consomme, mais on ne réalise pas que ça a beaucoup d'impact sur l'environnement aussi. Je voyais aussi qu'au Québec, c'est quand même 400 litres d'eau qui est consommée chaque jour par les ménages. Donc, chaque maison consommerait 400 litres d'eau. Puis ça, je trouvais que ça m'avait un peu marqué parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont juste pas accès à l'eau. Puis on a la facilité on se brosse les dents, on va laisser l'eau couler ou juste quand on va prendre une douche. Une douche très longue là. Ouais, soit ça où on va attendre, on va dire elle est froide, on va la laisser couler un peu. C'est ça. Puis ça m'avait un peu marqué parce qu'on avait eu un autre épisode où on avait parlé justement que ça avait fait des impacts dans les autres pays, puis que justement eux, il y avait. Eux, ils ont peut-être moins accès à ces ressources-là, puis tandis que nous, ça a des impacts. Ça au quotidien, sans même se rendre compte. Honnêtement, moi, ça me surprend vraiment parce que je me dis dans la journée, j'utilise l'eau juste pour me laver, me brosser les dents, mais quand tu me sors des statistiques comme ça, je me rends compte que c'est beaucoup plus que ce que je ne pense. Et si on imagine encore, moi, j'ai quand même 2 grands frères, plus mes parents, donc chacun, j'imagine, c'est quoi notre consommation d'eau juste individuellement au quotidien, ça doit être énorme. Je voyais aussi que dans le domaine de l'alimentation, on disait que c'est aussi un bien qui est non durable, mais par exemple, ça nous disait qu'en 2019, il aurait fallu 5 planètes si toute la population aurait fallu. Aurait consommé comme le Canada. Oui, aurait consommé comme les Canadiens, dans le fond. Puis ça m'avait marqué, puis j'aimerais ça, en apprendre plus sur vous, c'est quoi. Nos habitudes de consommation un peu pour qu'on en arrive à ce point. Écoute, tu parlais de l'eau il n'y a pas si longtemps, puis je regardais en fin de semaine, j'ai demandé pour le fun, puis j'ai demandé à ChatGPT combien d'eau que lui consomme, puis il me disait qu'à chaque requête qu'on lui demande, on consomme un demi-litre d'eau.
Fait que si tu calcules qu'il y en a des milliards par jour, c'est des centaines de millions de litres d'eau qu'ils consomment juste pour se refroidir. Donc, tu sais, souvent, c'est une consommation qu'on ne voit pas, cette consommation-là. Ouais, si je prends ton exemple de l'eau, on parle beaucoup de gaspillage, puis tu dis qu'est-ce qu'on fait nous autres? Difficile à dire. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on peut faire plein d'affaires, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Il y a une différence entre la conscience et le portefeuille. Là. Il y a ça, tu vas au centre d'achat, ben, si tu vois deux chandails identiques, puis tu en as un qui est à 25 puis l'un qui est à 72, logiquement, tu vas aller vers celui à 25. Ben, le 25, est-tu une forme de fast fashion, que tu vas le mettre une couple de fois, qui sera plus bon, tu vas l'acheter, que tu vas racheter. On est dans un monde un peu, tu parles beaucoup de surconsommation, mais tu sais, des magasins comme Dollarama ou autre, pourquoi ça se développe? C'est pas cher, mais tu sais, c'est du jetable. Quand je parle du jetable, tu t'en sers quelques fois puis tu le jettes. Donc, les gens n'ont pas conscience. Les gens, ils se disent pas, m'ont payé plus cher pour l'avoir plus longtemps, je vais l'acheter, ça me coûte pas cher parce que je l'ai vu dans ton travail, ils sont très endettés. Fait que les gens, ils n'ont pas les moyens de dépenser. C'est plate, là, mais ils n'ont pas les moyens d'économiser. Je vais te le dire de cette façon-là. Donc, tu consommes du bas de gamme pour. Est-ce que ça a aussi un effet des modes qui changent, que les gens ils savent que leurs habitudes de vie, ben, d'ici quelques mois, vont peut-être changer ou que ça va peut-être modifier, donc ils vont pouvoir, ils vont dire, je préfère investir moins dans tel actif parce que peut-être que dans 6 mois, ça va être autre chose? On pourrait dire, ben oui, les vêtements, la mode va changer, je suis d'accord avec toi. Par contre, tu as des boutiques en ligne qui font des produits québécois, des produits éthiques, puis qui vont vendre des blouses, des robes, des chemises, prendre des chemises au noir, mettons. Je parle sans faire publicité pour eux autres, pour hommes, mais tu sais, c'est des chemises à 120, 130, 140 la chemise. Pourquoi que je ne l'achète pas au Maxi, une chemise identique à 18 ou 22 ben, tu as peut-être une question de marque, tu as une question de durabilité. Puis, oui, tu vas me dire ça va changer, mais je pense qu'il y a moyen de sortir quelque chose qui s'agence relativement bien aussi, si on parle du vêtement, là, pour le temps. Là. C'est ça, parce que moi aussi, j'ai remarqué ces peut-être 2 dernières années, souvent c'était avant mes parents qui achetaient plus mes vêtements, mais moi, depuis que je commence à acheter mes propres vêtements, depuis que j'ai un salaire, souvent quand je vais dans des magasins qui sont un peu plus bas de gamme, qui ont moins de qualité, souvent je tourne autour du magasin, je suis en mode, est-ce que dans 5 ans je pourrais encore le porter, la qualité? Donc des fois, quand je rentre dans des magasins, par exemple, je pourrais donner un exemple un peu comme Urban Planet, souvent leur qualité c'est pas la plus haute. J'ai du mal à acheter parce que je me dis, ça, je sais que ça va pas me durer. Oui, c'est sûr, sur le moment, ça me coûte moins cher par rapport à ma situation financière, mais ça va encore me pousser à le racheter peut-être l'année prochaine ou dans moins de 2 ans. Donc c'est pour ça que des fois, je préfère peut-être un peu économiser et investir ou payer un peu plus cher dans une marque un peu plus durable pour me dire qu'au moins ça, je sais que sur le long terme, je n'aurai pas à l'acheter tous les 4 matins aussi. Et vraiment, j'ai remarqué ce changement un peu dans mes habitudes de consommation récemment. Oui, ben il n'y a pas juste la mode aussi, comme tu disais, si tu laves ton morceau de vêtement puis tu viens de perdre 3 cm parce qu'il a rapetissé et qu'il ne fait plus, ou si après 3 mois, il est rendu trop court parce que ça rétrécit au lavage puis tu le jettes, est-ce que ton gain est là? Non, je pense pas, mais je me mets dans l'optique de 2 personnes qui ont des revenus moyens avec 2 enfants, avec le coût du loyer, avec la voiture à payer. Est-ce qu'ils ont un moyen d'acheter un chandail à leurs enfants à 60 $? Ils vont peut-être prendre le moins cher qu'ils ont. C'est comme des statistiques que j'avais que justement, ça disait que les familles qui ont moins les moyens, qui ont peut-être plus de difficultés un petit peu financières, mais c'est 74% d'entre eux qui ont des dettes reliées à tout ce qui est la consommation, tandis que les gens de la classe moyenne ou un peu plus élevée, ben, les dettes qu'ils vont avoir, c'est plus relié à leur prêt hypothécaire. Je pense qu'on voit aussi une différence qu'il y a beaucoup de gens qui, ben, il y a de plus en plus de personnes qui ont moins les moyens financiers avec la hausse des prix et tout, mais ça montre que comme quoi que ben, ces gens-là, ils vont vraiment plus ça va être des gens qui vont vraiment aller plus vers la sous-consommation, tandis que les classes moyennes, les gens qui vont plus avoir les moyens, ils vont aller plus vers ils vont plus penser au long terme. Est-ce qu'ils auront les moyens d'investir? C'est ça, exactement. Exact. La dette n'est pas la même selon le statut de chaque personne. Comme tu dis,
des personnes à revenus plus faibles, eux autres vont avoir une dette de consommation parce que je m'endette pour consommer, pour combler mon besoin plus de base, je dirais. Mais tu sais, quelqu'un qui va avoir un revenu de 300 000 va peut-être être aussi endetté, mais il va être endetté parce qu'il s'est acheté une maison à 1 million. C'est ça. Fait que l'endettement est aussi grand, mais différent en même temps. Ouais. Ça, on peut faire un lien avec les gens qui ont moins les moyens, puis l'offre et la demande, parce que les gens, quand ils vont surconsommer, bien, c'est sûr qu'en surconsommant un produit qui peut, par exemple, être à la mode, les entreprises ils vont voir une opportunité d'élever les prix. Puis ça va, je voyais que ça va faire un effet sur les gens qui ont moins les moyens parce que justement, ils ne seront pas capables de consommer ces produits-là. Mais souvent, ça va être dû ça va être causé par les gens qui ont les moyens qui vont faire que les prix vont augmenter. Mais je voyais que ça va avoir beaucoup d'impact négatif sur les familles qui vont avoir moins les moyens. Mais c'est vrai parce que par exemple, Shein, un des grands utilisateurs, un des producteurs de fast fashion, je me rappelle qu'il y a peut-être un peu avant Covid, leur prix, on va dire, était abordable. Et après, quand tout le monde a commencé à avoir accès à cela et a vraiment acheté en grande quantité sur Shein, honnêtement, je pense en l'espace de 5 ans, je n'aurai pas de statistiques exactes, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti. Les prix ont augmenté, et pourtant la qualité n'a pas augmenté. Mais vu qu'il y a beaucoup de demandes, vu qu'on peut trouver tout sur ce site, on voit que les gens ils trouvent ce qu'ils veulent sur ce site, mais la qualité n'a pas augmenté, mais les prix ont largement augmenté. Pourtant, c'était de la fast fashion qui était assez abordable. Mais justement, c'est ça, je trouve ça triste parce que les prix augmentent, la qualité elle augmente pas dans le sens que ça s'améliorera pas, mais au final, c'était pour rendre ça plus accessible à tout le monde, mais aussi c'est des enfants qui travaillent en arrière de ça, c'est des gens qui sont pas super bien payés. Fait que je trouve ça un peu triste que les entreprises, eux, ils voient ça comme une opportunité. Hey, là, la demande est là, on va augmenter le prix. Mais je me dis à quel point que ça va. Ben, le but d'une entreprise, c'est de faire du profit. Oui. Là, la question de savoir, c'est quoi l'éthique du profit. Donc, là, ça, c'est une autre capsule qu'on pourrait faire. Là. Mais en économie, il y a un concept, souvent, vous ne voyez peut-être pas, c'est plus l'économie de l'entreprise. Quand quelqu'un a un revenu faible et que les prix augmentent, par défaut, il va augmenter sa consommation de produits bas de gamme. Je vais t'expliquer, là, mettons, tu achètes. Quelqu'un a un revenu, on va faire un chiffron, disons, de 200 $ par semaine. Puis avec son 200 $ par semaine, mettons, il achète des chandails à, je sais pas moi, mettons, 40 $ chacun. Et il y a des pantalons à 80 $. Donc, il peut s'acheter X quantité de pantalons et de chandails. Mais si le prix des chandails augmente, par défaut, il va avoir moins d'argent pour s'acheter des pantalons. Donc, il va couper dans son pantalon qui vaut le plus cher. Donc là, il va avoir plus d'argent pour s'acheter plus de chandails bas de gamme. Donc, ça fait difficile d'expliquer comme ça. Il faut vraiment un concept plus développer un petit peu plus, mais une personne qui a un revenu faible. Et c'est pour ça que tu disais des plateformes, là, il y en a plein, là, tu sais, que ce soit Temu, Shein, il y en a plein comme ça. Là. Je veux dire, pourquoi que ça marche? Ben, c'est parce que la personne, oui, je veux consommer un produit plus haut de gamme, mais mon produit bas de gamme augmente, donc si je consomme comme avant, je ne peux plus acheter mon produit qui vaut cher, donc je ne l'achète plus. Mais comme je n'achète pas mon produit qui vaut cher et qui me coûtait, mettons, 100 $, ben, j'ai 100 $ de plus dans mes poches qui me permettent d'acheter 3 produits bas de gamme. Donc, j'augmente ma consommation de produits bas de gamme en coupant dans mon produit haut de gamme. Donc, pourquoi que ça développe ces produits-là? Ben, c'est ça, on cible cette clientèle-là, essentiellement. Sauf qu'à un moment donné, c'est cette clientèle-là qui est ciblée, mais à un moment donné, j'ai l'impression que ça va être une autre clientèle que les prix vont augmenter. Eux, ils vont se retourner vers d'autres entreprises. Est-ce qu'ils vont faire ça ou ils vont peut-être, je sais pas. Faudrait voir. Tu sais, l'habitude de consommation d'une personne, ça peut être long avant que ça change. Donc, est-ce qu'une personne qui a 80 000 $ puis qui achète 100 000 $ de revenus puis qui achète des chandails à 125 $ chacun, est-ce qu'il va aller sur ces sites-là?
Pas nécessairement. Pas nécessairement. Puis, tu sais, souvent, une personne, quand elle va payer un produit dispendieux, ben, c'est peut-être parce que ce produit-là, il y a une exclusivité, c'est peut-être parce qu'il y a une quantité limitée. On ne veut pas croiser une personne à chaque coin de rue qu'il y en a un pareil comme moi, tu sais. Ouais. Je veux une image que je projette aussi, donc c'est pas juste question d'argent, c'est question d'image. Oui. Donc, c'est un peu ça. Puis cette image-là, dans le fond, qu'on a chacun qui est dans notre société, de dire qu'on veut être différent ou. Démontrer comme une classe sociale Ouais. aussi pour certains. Vous pensez que ça pourrait être mieux? Ben, moi, par exemple, mon cas théorique, c'était sur l'influence des réseaux sociaux, sur les comportements de consommation. Et j'avais un petit peu abordé cet aspect-là. C'est que, par exemple, sur les réseaux sociaux, on retrouve, surtout aujourd'hui, beaucoup de célébrités ou d'influenceurs, mais qui sont quand même assez aisés. Et on voudrait en fait un peu comme imiter ceux-là, parce que ce que les influenceurs ont, comparativement par exemple aux grandes célébrités, les acteurs d'Hollywood, c'est que grâce à mes recherches, j'ai compris que les influenceurs, on les voit comme des personnes très accessibles. C'est-à-dire c'est comme si toi tu vas me donner l'opinion sur ce chandail-là, donc moi je vais te croire parce qu'on est comme on est proche. On est au même niveau. C'est ça, on est au même niveau. Il y a comme cette relation qu'ils appellent ça, comment ça s'appelle? En fait, c'est une relation qu'on a entre le créateur de contenu et nous en tant qu'utilisateurs, qui fait qu'on a beaucoup de confiance envers ces personnes-là. Et souvent, on va se dire, bon, on va commencer à les imiter. Donc, on va les suivre dans ceux qui vont nous proposer. Et eux, comme des fois, ils sont payés aussi pour, ben, ils vont encore nous pousser plein de produits, que ce Dans le soit fond, on va être cosmétiques. influencé par leurs habitudes de vie, puis on va vouloir C'est ça, parce être comme eux. Exactement, c'est ça. On voudra atteindre ce même niveau là, social Exact. aussi. Mais tu sais, quand tu parlais, pour revenir à ta question, tu te demandais qu'est-ce qui fait qu'on a des classes ou je sais pas comment tu l'avais amené exactement, là. Mais tu sais, les classes sociales, oui, ça a été accentué par les réseaux sociaux, mais ça existait à l'époque aussi, là. Si tu Oui. recules, tu sais, prends les grands empires, prends les grands domaines, recule même les seigneurs à l'époque, entre guillemets, tu sais, qui avaient des terres, puis que les gens travaillaient sur les terres. Ils avaient peut-être vu ça au secondaire, je m'en souviens plus, ou en géographie ici, mais pourquoi est-ce que les terres sont faites en rectangulaire? Bon, c'est une question du seigneurial, je ne connais pas assez le principe, tu sais, d'avoir un seigneur qui avait un domaine et que les gens avaient des lots, puis on travaillait, puis on payait le seigneur. Tu sais, fait que, tu sais, la classe sociale a toujours été là. Ils ont peut-être plus marqué aujourd'hui. Puis ça va toujours rester. Et c'est plate à dire, mais les classes sociales se mélangent rarement entre eux autres. C'est rare que tu vas avoir, par exemple, une personne qui a un revenu de 150 000 ou 200 000 par année, puis qui va se mettre en couple, par exemple, avec quelqu'un qui en fait 32 000. D'habitude, on essaie de matcher un petit peu. On essaie de chercher quelqu'un qui est un peu du même niveau que nous, qui pense comme nous, qui voit comme nous, puis c'est ça, là. C'est sûr que la demande engendre de l'inflation. Ouais. Par défaut, fait que toutes les gens consomment, comme tu disais, ben pourquoi que le prix, ou je sais pas si c'était Abigail, je pense, ou Marie qui en parlait, ben pourquoi est-ce que le prix de ce site-là augmente? Ben les gens en veulent. Ouais. Donc, pourquoi je vendrais mon chandail 12$ quand je sais qu'à 18$, je vais le vendre pareil? Fait que, c'est tout simplement ça, fait que la demande augmente, les prix augmentent. De plus en plus, l'accès au crédit est de plus en plus facile. Les institutions financières aussi utilisent beaucoup les réseaux sociaux, je pense qu'on peut voir, pour essayer de plus promouvoir cet aspect-là, que l'accès au crédit est facile. Puis j'ai l'impression que les jeunes, justement, je ne sais pas si dans quoi vous envoyez, mais sur les réseaux sociaux, on peut voir des gens qui travaillent dans les institutions financières qui vont venir promouvoir un peu leur entreprise, qui vont dire comme quoi que moi j'ai un bon prix ou j'ai ici, j'ai ça. Puis j'ai l'impression que ça va venir beaucoup rejoindre les jeunes à se dire c'est facile. Puis certains qui vont avoir peut-être moins les moyens ou moins les connaissances liées aux finances, ils vont pouvoir voir ça un peu comme de l'argent gratuit. De se dire je vais m'acheter la voiture de l'année. Puis, ben, je vais le faire financer, puis ils pensent que ça va bien coûter un peu. C'est ça, puis ça, c'est un peu relié. Je voyais un lien avec la surconsommation parce que ça va inciter les gens à consommer, mais ça va aussi faire que ces gens-là, ils vont arriver à un point où ils vont être endettés parce qu'ils vont réaliser qu'il faut qu'ils repayent
ils ont Cet employé. argent-là, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, les réseaux sociaux, moi, je n'envoie pas de pub de crédit. C'est sûr que les réseaux sociaux ont des algorithmes. Ouais. Donc, c'est Ouais. sûr que les banques et autres vont cibler les jeunes qui commencent à avoir leur carte, pas ceux qui ont déjà une carte depuis 25 ans. Fait que c'est sûr qu'on va aller chercher une nouvelle clientèle qui est les jeunes, évidemment. Oui, le crédit est excessivement, peut-être beaucoup trop accessible selon moi. Tu sais, il y a des gens qui font faillite et qui ont une carte de crédit le lendemain. Là. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, alors qu'avant ça, c'était comme non, ça prend X nombre d'années, ça prend ci, ça prend ça, ça prend toutes sortes d'affaires. Même les magasins, à cette heure, tu remarques, les magasins ont créé des banques. PC Finance, si je pense à l'Oblast, Canadian Tire à sa Mastercard, Oui. Costco, la CIBC, Costco, etc., Amazon a sa carte de crédit. Donc, toutes les grandes chaînes, les grands magasins ont leur carte de crédit à eux autres à cette heure. Donc, oui, ça t'incite à consommer parce que consomme chez nous va te donner des points primes. C'est ça. Mais tu peux consommer ailleurs, va te donner un petit peu de points, mais si tu consommes chez nous, tu en as plus. Fait que là, C'est tu ça. te retrouves à consommer. Puis, comme tu dis, c'est vrai que c'est facile parce que quand tu le payes, c'est merveilleux, tu le vois pas. Là. Je sais pas si vous avez déjà été à Disney. À Walt Disney World, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore de même, mais moi, quand j'avais été, ça fait longtemps, on nous donnait un petit bracelet. Puis en réalité, ta carte de crédit est enregistrée dans ton bracelet. Fait que quand tu vas dans les magasins, tu veux consommer, pouf, tu scannes, tu repars, pouf, tu rescannes. Tu t'en rends pas compte, mais quand tu pars, tu reçois une facture de 2000$, là, je veux dire, tu fais comme mais tu t'en rends pas compte parce que tu sors même pas ta carte, tu as juste à scanner ton bracelet. Donc ta carte de crédit, puis le PayPal, c'est un peu ça. Juste le PayPal, c'est tout, tu le tapes, tu repars avec ton téléphone, tu sais. Fait que oui, ça incite l'endettement, ça incite le crédit. Puis la question qu'on pourrait se lancer, c'est est-ce qu'on devrait limiter cette accessibilité-là? Peut-être. Je sais pas. Peut-être être comme un peu plus strict au niveau de cette utilisation parce que bon, si tout le monde finit par faire faillite, à un moment donné, il y aura un problème. Ça, c'est un problème parce qu'à l'époque, tu parlais, ça a commencé à se développer à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, on est tombé dans la consommation de masse, tout ça. Et là, bon, les gens avaient de l'épargne, ils consommaient leur épargne. Puis à un moment donné, ben, on se rend compte que les gens de l'épargne, ils n'ont plus. Fait qu'ils consomment à mesure qu'ils ont leur paye. Mais là, la compagnie, les actionnaires veulent faire de l'argent. Fait que pour faire de l'argent, il faut que tu consommes plus, il faut que tu achètes plus. Donc, on a eu l'idée d'avoir recours au crédit en disant achète, tu vas payer plus tard. Puis c'est ça. Fait que là, tu roules dans cette patente-là. Là. C'est vrai, ce concept-là, surtout en ligne, que je vois d'acheter maintenant, vous payez plus tard en 2-3 paiements, des choses comme ça. Ouais, ça, aussi. quand vous avez ça en ligne, vous voyez souvent, là, tu sais, il y a Sleaze, je pense, il y a une coupe comme ça. Je ne sais pas si j'ai le bon mot, là, mais. Moi, c'est quelque chose comme ça, mais je sais que beaucoup de gens tombent un peu dans le panneau. C'est comme si il était gratuit aujourd'hui. Ouais, ou ça te coûte juste 50$, mais c'est 50$ fois 6 fois, tu sais. Exactement. Ou c'est comme un peu les paiements d'auto. On va arriver pour acheter une auto, une voiture. Jamais ils vont dire la voiture elle coûte 60 000. Ils vont dire elle coûte 100$, mais par semaine pendant 8 ans, là, c'est ça. C'est ça. C'est ça, ben, tu sais, dis-toi, là, tu sais, je te donne un exemple, je prends votre exemple à vous, si je ne vous connais pas assez, là. Tu sais, si tu achètes une petite voiture aujourd'hui, tu dis, ça va être juste, comme tu dis, juste 100$ par semaine pendant 8 ans, OK? Mettons, vous avez, je sais pas, avez-vous une voiture? Oui. Oui. OK? Maintenant, imagine, là, dans 4-5 ans, là, dans 3-4 ans, ta voiture, tu la payes encore, puis là, tu as un conjoint, une conjointe, puis là, tu te retrouves avec 2 enfants. Les réalités vont changer. C'est ça, ça déstabilise vraiment ta situation. Fait que ta voiture est peut-être plus convenable, il faut ta vente, elle n'est pas finie d'être payée, donc tu as une dette dessus, tu vas la vendre le prix qui te reste, sinon, ben là, il faut que tu empruntes pour payer ta. En tout cas, tu sais. Fait qu'il faut faire attention au paiement à long terme. Là. Oui. En conclusion, les entreprises souhaitent faire plus de profit pour faire plaisir aux actionnaires. Donc, ça pousse un peu à de la surconsommation puisque les individus ils vont venir plus surconsommer. Donc, dans le prochain épisode, on abordera comment le marketing influence la surconsommation. On aura également un invité qui pourra un peu plus nous informer sur le sujet.